So please, on stage now, we are going to be calling on Mr. Malik, who is going to be the moderator for the next panel discussion. We're going to be calling on Dr. Reda. We're going to be calling on Mr. Jean-Andre Aipo. Please put your hands together while they move on stage. Please put your hands together for these gentlemen while they move on stage. Remember, our discussion for this panel discussion is going to be focused on digitalization of business processes for sustainable value creation, state of the art. So, over to you, sir. Thank you very much. Merci beaucoup au public qui est resté dans la salle. Le sujet d'aujourd'hui, enfin de maintenant, c'est la digitalisation des processus métiers pour une création de valeur durable, état de l'art. Sûrement que la première question qu'on se pose est de savoir comment la digitalisation peut impacter le private equity. Voilà pourquoi nous avons dans ce panel des experts de haut niveau. Nous allons, sans plus tarder, les laisser se présenter. Nous avons à ma gauche M. Reda Benjeloul et bien entendu M. Jean-André Aipo, J3A. Donc Reda, une brève présentation de qui tu es, de ce que tu fais et de ton apport pour ce panel. Très bien, merci beaucoup Malik. Donc, pour me présenter très rapidement sur le plan académique, donc j'ai un doctorat en intelligence artificielle de la Case Western Reserve University. Je suis alumni de HEC Paris et de Harvard Business School. Et dans le domaine professionnel, je suis fondateur et président-directeur général de la société Hightech qui évolue dans le domaine des nouvelles technologies depuis une vingtaine d'années. Excellent. Monsieur Jean-André Aipo, vous n'êtes plus à présenter, mais pour un parallélisme des formes. Apparemment, c'est bon. Merci Malik. Merci à tous. Moi, je suis Jean-André Aipo. Je suis rentré dans la finance par l'informatique il y a plus de 25 ans maintenant. Voilà. Donc, je suis toujours dans la finance, mais j'ai gardé mon côté informaticien. Voilà. Je suis l'organisateur de ce sommet-là. Je suis le Chairman and Managing Partner de J3A Partners AM, qui est une société de gestion de fonds d'investissement à risque, qui a le label EUVK pour gestionnaire européen de fonds d'investissement à risque. Donc nous sommes enregistrés à l'AMF à Paris et puis à OFCA à Londres. Nous avons 2 fonds sous gestion, un fonds en Europe, le European Performance Fund 1, et puis un autre fonds en Côte d'Ivoire, ici en Afrique, le West African Performance Fund 1, qui investit dans les fintech, les insurtech, les healthtech, tout ce qui digitalise les métiers de la banque, mon secteur d'origine, finance, assurance et de la santé. Voilà. Félicitations, je vois que vous êtes... tu es multicasquette. Pour rien vous cacher, nous sommes des alumni de HEC Paris. Voilà. Donc nous allons nous tutoyer, nous nous connaissons. Alors en introduction, ce que nous pouvons dire, c'est que la digitalisation des processus métiers est devenue une nécessité pour les entreprises qui souhaitent améliorer leur efficacité, leur compétitivité et leur impact environnemental. Cette digitalisation permet une automatisation accrue, une réduction des coûts, une meilleure expérience client et une optimisation des ressources. Cet état de l'art vise à explorer les tendances, les technologies et les enjeux associés à la digitalisation pour une création de valeur durable. Tout d'abord, nous allons définir les technologies clés qui sont aujourd'hui accessibles
donc les nouvelles technologies numériques, à savoir l'intelligence artificielle ou l'IA, le cloud computing, la blockchain ou le blockchain et l'Internet des objets IoT. Donc, M. Reda Benjeloul. Reda. Très bien. Donc, merci beaucoup Malik, merci Jean-André. Je vais laisser Jean-André faire l'explication de la définition, on en discutait tout à l'heure, il a très bien fait. Je veux juste en fait donc vous dire que, à mon avis, vous faites bien d'être ici. C'est vrai qu'on n'est pas nombreux parce que on peut se dire que le sujet même n'est pas un sujet qui est central pour les personnes qui gèrent des fonds d'investissement, de l'equity et de la finance, mais c'est une erreur. C'est une erreur qui est fondamentale. La chose dont on est en train de parler aujourd'hui, c'est vraiment comment utiliser la disruption technologique en cours pour améliorer la top line et la bottom line. Parce que quoi qu'on en dise, et on aura l'occasion d'en discuter en long et en large, l'utilisation de ces technologies et la façon dont on l'utilise améliore à la fois la productivité, mais améliore également la bottom line et donc la profitabilité. Et on va pouvoir en discuter en long et en large. Et le domaine dans lequel vous évoluez, le domaine de la finance, le domaine des fonds d'investissement, etc., est largement et amplement concerné par ce qui est en train de se passer. Et si, pour moi, en tout cas, qui suis dans le domaine, aujourd'hui, ce sont des questions que vous ne vous posez pas, vous êtes déjà en fait out of the game. C'est clair, net et précis. C'est-à-dire que tous les sujets qu'on voit que vous êtes en train de traiter dans ce magnifique forum qui est organisé par Jean-André et ses équipes, ce sont des questions qui sont intéressantes, la dette, la mezzanine, tout ce qu'on voit. Mais en fait, si vous ne vous posez pas les questions relatives en fait à l'utilisation de cette disruption technologique, vous êtes réellement, je veux dire, vraiment en dehors du futur, quoi, en dehors de ce qui est en train de se passer. Et donc, la discussion qu'on va avoir là pendant quelques minutes est une discussion qui est centrale et que je vous recommande de poursuivre derrière et qui devrait intéresser n'importe lequel d'entre vous. Donc, voilà. Alors, pour information, nous avons, pour des raisons de timing, nous avons décidé de faire ce panel-là sur une trentaine de minutes, 40 minutes au maximum. Donc nous allons être très concis, très précis. Nous vous prions donc bien entendu de prêter attention à tout ce qui sera dit. La question, encore une fois, qu'est-ce que l'IA? Bon, pour ajouter à ce que Dr Reda a dit, tout à l'heure je me suis présenté, mais un truc que je n'ai pas dit. Ah, d'accord. Ouais. Je fais de la recherche, je suis en train de faire une double thèse de doctorat sur l'amélioration des performances des fonds de private equity. Mais je suis rentré dans cette recherche avec tout mon background technique, en fait. Donc, c'est de la finance et de la technique. Et ce que Dr Reda a dit est tellement juste. Comme ce n'est pas encore publié, on ne peut pas trop en parler, mais ce que je peux dire, c'est que mixer donc les modèles de couverture de risque financier avec les modèles technologiques, donc la prise en compte des risques technologiques inhérents à tous les projets technologiques, parce que tout à l'heure, j'ai dit on finance des fintech, des insurtech, des healthtech. Pour des gens qui ne sont pas du domaine, ils pensent que c'est des termes mathématiques, marketing. Derrière, c'est du code. C'est du code. Donc, si le code, le risque inhérent à ce code-là n'est pas géré, il n'y aura jamais d'Amazon. Il n'y aura jamais de Netflix. Même votre Apple, pour que vous puissiez passer des coups de fil, c'est du code dedans. Si ce code-là n'est pas géré, votre iPhone ne sert à rien du tout. Vous l'appelez iPhone, mais il y a des milliers de lignes de code à l'intérieur. Et ces lignes de code donc embarquent nécessairement des risques technologiques. Et l'objet de la thèse, c'est donc de mitiger les risques globaux en faisant une adéquation entre les risques technologiques et les risques financiers de tout projet d'investissement. Donc, ce que le docteur Reda a dit à propos. Maintenant, on va revenir dans ma partie gauche, la partie technique. C'est quoi l'IA? Mais avant, il y a différentes technologies. Il y a aussi, les gens ont l'habitude de faire une confusion. Ils ont l'habitude de faire une confusion entre le cloud computing, la blockchain, l'IoT, Internet of Things,
et l'IA. Ils pensent que ce sont des technologies qui sont concurrentielles. Ce n'est pas vrai. Donc on va donner des explications illustratives de chacune des technologies pour qu'on puisse comprendre la suite. Donc, alors, pour vous permettre de rentrer dans le vif du sujet, la première question qui porte sur la digitalisation et les opportunités d'investissement est la suivante. Quelles sont les technologies IA, cloud, blockchain, IoT qui ont le plus d'impact sur la création de valeur des entreprises en général et sur les entreprises africaines en particulier? OK. Donc, on va commencer par le bas. Le cloud. Donc, le cloud, les gens le comprennent comme étant un nuage. Ça, c'est l'explication marketing. Mais derrière, il s'agit de mettre à disposition des serveurs qui sont connectés à Internet pour fournir le service de gestion du cycle de vie de la donnée. Donc, mutualiser les capacités de calcul d'un certain nombre de serveurs pour fournir les services de gestion du cycle de vie de la donnée. Le cycle de vie de la donnée, c'est quoi? C'est créer la donnée, lire la donnée, modifier la donnée, détruire la donnée. Le CRUD, C-R-U-D. Et le cloud permet donc, par la mise à disposition d'un certain nombre de serveurs, d'avoir une capacité massive de calcul pour fournir ces services-là à un moment donné. Donc, l'illustration marketing du cloud, c'est en deux parties. Il y a un préfixe et puis il y a le suffixe. Le suffixe, c'est AAS, donc has a service. Donc, si vous avez accès à des services de comptabilité sur Internet, vous allez dire software as a service, vous allez utiliser donc SaaS, software as a service. Si vous avez accès à une plateforme qui gère un certain nombre de services, vous allez dire platform as a service. Si vous avez accès à une infrastructure, vous avez dit infrastructure as a service. Ça, c'est le cloud. Donc, la mise à disposition d'un certain nombre de serveurs connectés à Internet pour la fourniture d'un service de gestion du cycle de vie de la donnée. La blockchain. La blockchain, là, on a parlé de la donnée. La blockchain, maintenant, elle va récupérer cette donnée-là. Mais comment elle la récupère? Donc, la blockchain, c'est la transmission sur un réseau professionnel crypté de bases de données avancées, de manière transparente, connue que des utilisateurs de ce réseau-là. Donc, vous voyez, on part de la mise à disposition des serveurs pour fournir la donnée. Et après, maintenant, on a une deuxième couche, une couche logique. La transmission maintenant de cette donnée-là dans un réseau de données, mais de manière cryptée, très sûre, de telle sorte que ne peuvent altérer ces données-là. Tout à l'heure, j'ai parlé du CRUD. Donc, créer la donnée, la lire, la mettre à jour et la détruire. Dans le cadre de la technologie de blockchain, ne peuvent faire ces différentes manipulations que ceux qui sont dans le réseau et avec leur accord. Un individu seul ne peut pas altérer le réseau entier. Et c'est ça qui le rend sûr, mais c'est cette sûreté aussi qui le rend dangereux. Parce que des gens mal intentionnés peuvent l'utiliser et évoluer dans ce réseau-là sans que les administrations publiques, sans que les gouvernements puissent savoir ce qu'ils ont l'intention de faire. Mais là où c'est sûr pour des transactions, on est dans le domaine de la finance, c'est que ça sécurise complètement, mais complètement, les informations transactionnelles. Donc les virements, les paiements, l'historique des débits, tout ça, si vous êtes sur un réseau blockchain, vous n'aurez jamais de problème de violation de vos données, de perte de vos données, les informations de vos cartes bleues, de vos clients, vous n'aurez jamais ces problèmes-là. Si vous faites des modules hyper développés de calcul de risque et que ces modules-là sont transportés par la blockchain, personne ne pourrait violer votre propriété intellectuelle. A contrario, si vous êtes un grand terroriste, eh bien, vous avez aussi un boulevard pour prospérer. Donc, la vie, c'est toujours plus et positif. Tout est dedans. Maintenant, l'IoT. Oui, l'IoT. L'IoT, c'est tout simplement la robotique. Donc, l'Internet des objets. Ce sont des objets interconnectés entre eux pour fournir un service donné. Donc, ici, on est parti de la couche infrastructure à la couche logicielle. L'IA, maintenant, ici, c'est de donner à la machine les capacités intrinsèques de l'intelligence humaine. Et cela par les modèles d'apprentissage.
Donc l'homme peut apprendre des choses. Le raisonnement, l'homme raisonne. Et ensuite, la décision. Donc on apprend, on maîtrise, et en fonction de la capacité de cette maîtrise-là, on peut raisonner. Et lorsqu'on a fini de raisonner, on peut faire des arbitrages et prendre la décision. Donc ça, c'est l'IA. Donc tel que expliqué, vous voyez très bien que les modèles de l'IA peuvent être utilisés par des produits ou des services ou des logiciels qui peuvent être transportés, qui peuvent être hébergés sur des clouds, transportés à travers des blockchains, et même pour commander des matériaux, des objets, ce genre de choses. Donc, toutes ces technologies-là sont plutôt complémentaires et non concurrentes. Voilà. D'accord. Monsieur Reda, est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à l'IA, la blockchain, le cloud ou l'IoT, même si je pense que Jean-André a quand même été très précis et vraiment très concis sur tous ces sujets-là. Non, c'est parfait. D'accord. Alors, donc, nous avons bien compris que toutes ces technologies permettent donc une sécurisation renforcée des transactions et une sécurisation des données informatiques. Mais comment concrètement elles peuvent impacter la création de valeur des entreprises et comment ces entreprises peuvent-elles exploiter ces nouvelles technologies numériques pour attirer des investisseurs? Donc, je vais être très concret et donner des exemples, je pense, qui vont vous parler. Et avant de parler même de l'Afrique et de la Côte d'Ivoire, parce qu'on a énormément de choses à faire et il y a beaucoup à discuter autour de l'impact de l'IA. Je vais parler de quelque chose que vous connaissez et prendre un exemple qui a débuté bien avant même l'explosion de l'IA. Je suppose que, comme vous êtes du domaine de la finance, vous devez connaître Bridgewater. Bridgewater, qui est le fonds, le hedge fund le plus performant des États-Unis, et en fait, qui a les meilleurs résultats financiers depuis plus de 20 ans et qui est dirigé par Ray Dalio. Ray Dalio, en fait, a développé justement une IA, et une IA capable de prédire justement les cours du marché. Ça a été un des premiers, en fait, à faire cet investissement-là. Et si vous savez avec quelles données il a nourri en fait son modèle, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Il est parti du principe que l'histoire était cyclique. L'histoire de l'humanité était cyclique. Et il a construit un modèle d'IA sur la base de toutes les données en fait de fluctuation des cours du marché, mais qu'il a lié en fait avec l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire les différentes guerres qui se sont passées, l'histoire de la France, l'histoire des États-Unis, et il a commencé à nourrir son IA avec une quantité de données extrêmement importante. Parce que quand on parle d'IA, et c'est ce dont Jean-André a parlé, on parle de big data, on parle de quantité astronomique, d'accord, de données. Quand on parle de cloud computing, c'est parce que ces données-là en question, vous imaginez si je dois nourrir un modèle avec toute l'histoire de l'humanité, il me faut des data centers. Si je n'ai pas ces data centers, je peux les héberger dans le cloud. Et ensuite, quand j'ai autant de données, il faut bien en fait les traiter. Et pour les traiter, il faut une capacité computationnelle. Et donc, soit j'ai ces GPU-là, soit je vais utiliser des GPU dans le cloud. C'est juste pour vous donner un exemple, d'accord ? Et à partir de là, en fait, le principe de l'IA, il l'a dit, c'est de reproduire les capacités cognitives. Mais si on va un tout petit peu plus loin, c'est de prédire, d'accord ? Et qui parle d'IA parle de machine learning. Et le machine learning, ça veut dire qu'on donne à l'IA la capacité d'apprendre et de prédire quelque chose pour laquelle on ne l'a pas programmé. Et c'est ça la différence entre l'IA et un algorithme qu'on avait avant. C'est qu'avant, un algorithme, c'est quoi? Pour être très pragmatique, quelque chose que tout le monde peut comprendre, c'est AX plus BY égale Z. Donc, je rentre des données. Quand vous utilisez un ordinateur, un Excel, etc., il y avait une équation, vous rentrez les paramètres en tant que financier, ça vous donne le résultat. Mais ça vous donnera toujours le même résultat en fonction des paramètres que vous allez mettre. La différence fondamentale qu'on a avec l'IA, c'est que l'IA est capable de se modifier toute seule. Donc on entre une équation, on entre des données,
Mais ensuite, avec la capacité d'autocorrection, si l'IA détermine à travers le machine learning que l'équation elle est incorrecte, elle corrige directement l'équation sans que vous, être humain, interagissiez à l'intérieur de ça. Et donc le modèle que Ray Dalio a rentré, il a intégré tous ces paramètres. Qui pourrait dire qu'aujourd'hui, si vous voulez créer une IA, vous allez baser la prédiction des cours financiers sur la base de l'histoire de l'humanité? C'est comme ça qu'il a monté son IA. Il y a un livre sur le sujet qui s'appelle Principle, qui est extrêmement intéressant, que je vous recommande. Mais je vous donne cet exemple-là pour vous dire que vous voyez, on est dans le domaine financier, on parle d'IA, et bien le fonds le plus performant des États-Unis, qui produit les meilleurs résultats depuis près de 20 ans, est souché sur une intelligence artificielle. D'accord. Alors, merci Reda. Donc, nous avons bien saisi les opportunités liées à l'IA et à toutes les autres technologies numériques. Maintenant, est-ce qu'on peut savoir quels sont les secteurs où l'IA a le plus de potentiel en Afrique pour créer de la valeur, financièrement, bien entendu? Bon, ce n'est pas en Afrique. Dans le monde. La création de valeur, elle concerne l'humain. Et pour rajouter à ce que Dr Reda a dit, Ray Dalio a poussé ce qu'on appelle en finance de marché l'analyse technique boursière à son plus haut niveau. Quand il parlait, ça m'a fait sourire parce qu'il y a 8 ans, j'ai embauché des gens de l'NCA ici, à Abidjan, pour faire l'analyse technique de la BRVM. La plupart des DG de SGI que j'ai vus ont dit que ce n'était pas possible. Que non, vous en Europe, vous faites la bourse d'une manière différente. Ici, on est en Afrique. La bourse n'est pas la même. Alors, on va peut-être définir déjà ce qu'est l'analyse technique en matière boursière. Ouais. Sauf erreur, il s'agit de l'interprétation des cours de bourse qui suivent une ligne, qui peut être une ligne continue, qui peut être sous forme de pointillés, de bougies japonaises, qu'on appelle les bougies japonaises, des chandeliers ou des bar charts. Quoi qu'il en soit, il s'agit de l'évolution graphique des cours de bourse que certains ont essayé de théoriser pour éventuellement saisir les tendances haussières, baissières, les résistances, les supports, donc de ces différents cours-là. A priori, ce que vous dites, c'est que l'IA permet. Mais justement, quand il dit qu'ils ont pris les données historiques, ben ce sont les moyennes mobiles. La moyenne mobile, tu peux la tirer sur X jours. Tu peux la tirer sur 1 siècle, 2 siècles, 3 siècles. Et toutes les données de ton intervalle là impactent d'une manière ou d'une autre toute la société entière. Donc le cours de bourse, il est décidé, le comportement des investisseurs dépend de ce qu'ils vivent en dehors même de leur travail. Si tu veux investir dans une société dont le créateur est brillant, très très brillant, et que tu apprends, là si tu ne l'as pas appris au travail, tu l'apprends dans un journal le matin, où tu vas à la signature que le type il est mis en prison, ça ce n'est pas une information financière. Ça n'a rien à voir avec ce que tu as appris à l'école. Mais c'est un biais cognitif. Ça va impacter ta décision technique. Tous tes calculs que tu as faits, qui t'ont sorti des rentabilités extraordinaires, vont tomber à l'eau en 1 seconde parce que tu as appris quelque chose qui n'a rien à voir avec ton métier. Et là, je suis gentil, j'ai dit qu'on l'a mis en prison. Mais il peut être tué en venant à la réunion. Donc, c'est-à-dire que toute l'intelligence qu'il a avec lui est partie. Ça, ce n'est pas technique. Eh bien, ça, ce sont les données historiques. Il a parlé de l'Ukraine. Si aujourd'hui, un pays africain rentre en guerre avec la Côte d'Ivoire, il n'y a plus de BRVM. Il n'y a même plus d'APES. Donc, les gestionnaires de fonds qui sont ici peuvent être sûrs, ceux qui sont dans l'hôtellerie, qui financent Azalaï, peuvent être sûrs qu'ils ont perdu leurs investissements parce que comme Azalaï est placé
sur la ligne de l'aéroport et que tout va être détruit jusqu'à ce qu'on arrive à Cocody ici, ils vont refinancer. Ça, ce n'est pas technique. Et c'est ça que l'IA peut faire. Permettre de prédire ce qui va se passer sur la base de ce qui s'est passé. Parce que l'histoire est un perpétuel recommencement. C'est la probabilité d'occurrence des données que l'IA pousse à son summum pour choisir, quand la probabilité est supérieure à 0,5%, oui, donc 50%, que le fait va être établi. Donc, a priori, l'IA peut être appliquée dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Voilà. Là, nous avons parlé du domaine financier, mais l'IA peut être appliquée, je pense, aussi dans n'importe quel domaine, comme le domaine de la santé, de l'agriculture. Voilà, je laisse terminer. En fait, il faut bien comprendre une chose. Donc, vous voyez, ce que moi je souhaiterais, en tout cas, qu'on retienne et que j'essaie de pousser avec Jean-André, c'est pour ça aussi qu'il m'a invité à discuter ici avec lui et avec vous. Il faut démystifier l'IA, ça c'est un. Il faut démystifier et il faut comprendre qu'on n'est pas en train de parler de quelque chose de mystique. D'accord ? C'est très concret. Il y a du business et il y a énormément de choses à faire. Et donc, pour être très, très concret, moi, je travaille, par exemple, là, sur 2 énormes projets qui sont très concrets. Sur, par exemple, aujourd'hui, un groupe d'usines qui veut faire de l'optimisation dynamique de sa supply chain. Ça, c'est très concret et c'est un projet sur lequel on est en train de travailler. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire de l'optimisation dynamique de supply chain ? Ça veut dire que ce groupe-là a, par exemple, 5-6 usines qui produisent des contenants, du contenu, etc., qui doit acheter des matières premières, qui a des forecasts de commerciaux, qui a des chaînes avec des moules et qui veut optimiser sa production parce que humainement, il y a plein d'erreurs, il y a des moules qui se cassent, il y a de la maintenance, il y a beaucoup de choses. Et donc là, vous vous doutez bien qu'il y a une complexité des data, il y a un nombre astronomique de data que l'être humain ne peut pas traiter de manière optimale. Aujourd'hui, l'IA permet d'adresser ces problématiques-là. Parce que l'IA permet de prédire, par exemple, que tel moule risque de tomber en panne, que telle chaîne risque d'avoir un ralentissement. L'IA est capable de prédire que le cours du fer va monter ou va descendre, etc. L'IA est capable de prédire qu'aujourd'hui, tel client qui a l'habitude de consommer de telle façon depuis 20 ans va augmenter son pic de commande ou alors va diminuer son pic. Et donc, tu vas pouvoir adapter. Donc ça, c'est des sujets qui sont concrets et ça rejoint ce que je disais en introduction. C'est-à-dire que pour synthétiser, l'IA peut vous permettre d'optimiser la top line, ça veut dire la productivité. En moyenne, on parle de 35%. 35% d'amélioration de sa productivité. Et l'IA peut améliorer la bottom line, c'est-à-dire la profitabilité, et on parle en moyenne de 15%. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a 2 façons de voir la chose. Il y a ce qu'on nous vend ici, qui est de dire il faut que vous utilisiez des outils qui sont conçus sur la base de l'IA, qui pour moi, de toutes les façons, ne vous donneront jamais un avantage compétitif. Ça, c'est une condition sine qua non, c'est-à-dire que ceux qui n'utiliseront pas des outils liés à l'IA, comme je disais, sont déjà à l'extérieur. Par contre, ceux qui ont accès à l'or noir de ce siècle-là et de ce moment, et l'or noir, c'est la data, ceux qui ont accès à la data ne doivent en aucun cas se cantonner à utiliser des modèles IA, mais doivent créer leur propre modèle. Et c'est là où nous, en Côte d'Ivoire et en Afrique, on a toujours du mal à percuter. Et le gap qu'on est en train de créer là est un gap qu'on aura énormément de mal à rattraper. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on est beaucoup dans la stratégie, on est beaucoup dans les déclarations d'intention, mais on ne développe pas des modèles qui sont des modèles propriétaires. D'accord ? Donc ça, je dis ça, que ce soit au niveau du secteur public, parce que c'est là où on est vraiment complètement dépassé, mais au niveau, et pour être poli, et au niveau du secteur privé, par contre, il y a aujourd'hui quelques industriels, quelques secteurs. Donc je sais que par exemple, Jean-André, quand il discutait tout à l'heure dans le secteur financier, il est en train de travailler sur des modèles. Donc il y a quelques personnes qui sont précurseurs dans ce domaine-là, mais c'est impératif
de développer vos modèles. Donc moi, ma recommandation, ça serait, si vous avez accès à de la data, parce qu'on ne peut pas faire d'IA sans data, mais si vous avez accès à de la data en interne, commencez à réfléchir justement à créer des modèles. Et il faut vraiment simplifier. C'est pas non plus quelque chose d'extraordinairement compliqué. Donc il y a du travail à faire, mais il faut développer des modèles qui sont des modèles propriétaires. Et sur le continent aujourd'hui, il faut bien comprendre une chose. Si on continue, que ce soit au niveau du secteur privé ou du secteur public, à utiliser des modèles qui ont été développés à l'extérieur. Les modèles qui ont été développés à l'extérieur ont été nourris avec des données qui sont des données extérieures, et donc finalement, on va avoir un nivellement culturel. On va avoir un nivellement culturel, on va avoir un nivellement de décision, parce que, je vous dis, dans la salle ici, là, qui utilise, bon, on va aller dans le truc le plus simple, qui utilise ChatGPT? Regardez vos mains. Tout le monde. Donc, ok. Donc, imaginez-vous une chose. Vous utilisez tous ChatGPT et vous êtes encore la génération nouvelle, là. Mais nos enfants, nos petits-enfants, etc., vont utiliser des modèles qui ont été développés et entraînés à partir de données européennes occidentales. À partir de ce moment-là, comprenez une chose. La décision va être nivelée, parce que si vous posez tous la question à ChatGPT, puisque c'est ce que vous utilisez, vous allez tous avoir la même réponse. Et donc, la réponse que vous allez avoir va finalement devenir une vérité universelle. Vous n'allez plus challenger. Aujourd'hui, on challenge encore ChatGPT, on challenge les réponses qu'on a. Mais vous vous doutez bien que si vous tous vous posez la même question et que la réponse est identique, vous allez tous, quand vous allez discuter les uns avec les autres, ne plus avoir d'esprit de contradiction. By the way, il y a de la recherche qui prouve que plus tu utilises ChatGPT, plus tes capacités cognitives diminuent. Parce que tu ne fais plus l'effort de réfléchir. Donc, je dis ça, il faut bien comprendre, parce que c'est la même chose, que ce soit encore une fois au niveau personnel, professionnel, au niveau de la création de valeur. Et donc nous, Africains, on a quand même nos spécificités. On a quand même notre culture, on a quand même nos valeurs, on a quand même nos datas. Mais si nous ne développons pas nos propres modèles, il y a un énorme danger. Il y a un énorme danger. D'accord? Et de la même façon, moi, je n'aime pas trop parler de danger parce que j'embrasse, moi, la technologie. Je suis un fervent croyant. Nous allons arriver au risque. Hein. Ouais. Mais le temps étant ce qu'il est, je me permets de... Oui, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que, bon, nous avons compris que l'Afrique a raté sa révolution agricole, sa révolution industrielle. Il s'agit aujourd'hui de ne pas rater la révolution technologique. Hein. C'est bien ça. Mais avec ces opportunités liées à l'IA, quels sont les principaux risques, hein, notamment les risques éthiques et économiques liés à cette IA et les enjeux réglementaires? Au niveau des enjeux réglementaires, quels cadres réglementaires doivent être renforcés pour favoriser les investissements dans le numérique et principalement dans l'IA? Ce sera les dernières questions. Ok, merci. Soit dit en passant, tout à l'heure, je n'avais pas fini l'histoire de l'analyse technique. Nous pouvons... Eh bien, on a fait l'analyse technique de la BRVM. C'est le commissaire, hein, on a fait l'analyse technique de la BRVM pendant 3 mois. On arrivait à prédire, il n'y a pas beaucoup d'actifs, hein, c'était 40 sociétés. On envoyait les résultats tous les samedis, tous les lundis, les vendredis qui suivent. On avait à plus de 60% raison. Un jour, je vais donc dans une SGI, le DG appelle donc le DG de la SGI, lui dit « Ah oui, voici un ami qui développe un modèle, il dit qu'il va faire quelque chose. » Le DG de la SGI, il n'est pas ivoirien, il commence à m'expliquer que ce n'est pas possible. Je lui dis que ça fait 3 mois qu'on lui envoie les résultats que nous on développe. Donc il a regardé dans son mail. Et il va regarder dans son mail, tous les mails sont là, et comme le délai est déjà passé, donc il peut comparer les résultats des actions au jour le jour, puisqu'il a et il regarde les données qu'on lui a envoyées pendant 3 mois. Et il voit qu'on a raison. Il me demande comment on a fait pour faire ça. Je dis, mais c'est pour si je lui dis, je n'ai plus besoin de lui vendre le modèle, au fait. Donc, soit dit en passant, on avait réussi à le faire pour l'analyse technique.
Pour l'assurance. Donc l'IA peut rendre milliardaire en bourse. Oui, bien sûr. Pour l'assurance, je salue le président des assureurs qui est là. Le DG connaît Mahamadou. C'est un geek, hein. C'est un geek, il est à la base. Et on a investi aussi dans une application pour la digitalisation de l'assurance. Et lui, il est à la base de la digitalisation de l'assurance auto. Ça m'arrange. Parce que moi, mon application était pour ça. Mais on a parlé de données tout à l'heure. Félicitations en tout cas, monsieur le... Oui, nous l'avons tous constaté, hein, la dématérialisation donc des... oui, mais après, il y a un risque aussi, c'est que maintenant, la direction des assurances peut nous bloquer si on ne dépose pas les états réglementaires à temps d'une seule touche, en disant au président, ceux-là n'ont pas, il faut bloquer. Donc ça aussi, ça dérange beaucoup de courtiers et d'assureurs. Mais ce n'est pas mauvais aussi. Ça, c'est les risques. On parlait des risques, justement. Donc, l'assurance a beaucoup de données. La banque a beaucoup de données. Avec l'IA, on peut faire de très, très grandes choses dans la gestion des risques assurantiels, dans la zone CIMA. Nous sommes même, pour notre application, en train de travailler dessus pour nos clients, pour faire de l'analyse prédictive sur l'occurrence des sinistres, sur la ventilation du règlement des sinistres, ce genre de trucs. Mais avec l'IA, on peut aller beaucoup plus haut. Et comme là, Zassi est là, puisque le président est là, et c'est un grand frère, il sait, on se parle même à 2h, 3h du matin. Donc, président, avec l'IA, je sais que vous êtes un gars qui est un monsieur très, 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 très en avance. Donc, sachez que l'IA va permettre de baisser une grande partie des risques auxquels font face aujourd'hui, et je ne vous l'apprends pas, hein, les compagnies d'assurance, et même les assurés aussi, en leur permettant aussi de mitiger ces risques-là. Dans la finance, ce sont les fraudes. La plupart des fraudes peuvent être combattues avec une performance accrue par la mise en place de modèles d'IA prédictifs pour lutter contre ces fraudes-là. Voilà. Dans la médecine, par exemple, ce sont les risques d'erreur de diagnostic, les erreurs de diagnostic, les erreurs de calibrage de la quantité de médicaments à donner, et l'amélioration même des opérations à distance. Voilà. Donc, alors, tu as parlé de médecine, hein, je saisis cette opportunité au bon pour parler d'éthique. En termes de médecine, nous avons la responsabilité qui est aujourd'hui celle du médecin, du chirurgien. L'IA étant censée se substituer à l'humain, au niveau éthique, est-ce qu'il existe des dispositions qui sont prises pour légiférer sur ce point-là? Et la médecine est un bon cas. D'accord. Donc, en fait, l'IA, par rapport à ce que Jean-André a expliqué, tout ce dont on a débattu, on a bien compris, la prédiction et la qualité de la prédiction dépend de la qualité des données qui sont mises en entrée. D'accord? Donc, si tu mets des données qui sont biaisées, et il y a des exemples, mais comme on n'a pas le temps, je ne pourrais pas les développer, mais il y a des exemples qui sont concrets, des erreurs sur des prédictions d'IA, mais qui étaient en fait dues aux mauvaises données qui ont été mises en entrée. D'accord? Donc, sur la question que tu poses, Malik, je trouve que nous, Africains, on ne devrait pas voir la chose de cette façon-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle de prédiction, en fait, par exemple, du cancer du sein pour les femmes en utilisant une IA, excusez-moi, je vais peut-être être cru, mais il y a moins de chances pour une femme de mourir d'une prédiction d'IA que d'un médecin à la frontière du Burkina Faso là-bas, hein, où ils n'ont aucun moyen pour prédire la chose. Donc est-ce que la question c'est de savoir ça? Non, on n'a pas ce type de problème. C'est-à-dire que déjà, l'utilisation de ce genre de technologie nous permettra de permettre à un certain nombre de femmes d'avoir un diagnostic que de toutes les façons, elles n'auraient pas eu. D'accord? Maintenant, sur le cadre de l'éthique et sur le cadre dont vous êtes en train de parler, en fait, les véritables questions qu'il faut se poser, je vous ai dit, et on en revient encore à la donnée, c'est lors de l'IA. Mais est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, en Afrique,
90% de nos données sont stockées à l'extérieur du continent africain. 90% des données du continent, les échanges de mails, les datas, etc., ne sont pas stockées en Afrique. Mais donc, si elles ne sont pas stockées en Afrique, elles sont stockées où? Et qui a accès à ces données-là? Et qui peut entraîner? Vous utilisez ChatGPT, donc je suppose que vous avez vu là récemment, par exemple, qu'il y avait un truc qui était très à la mode où vous mettez votre photo là et puis vous faites un style en dessin animé. Vous avez vu ça ou pas? Ok, mais c'est quoi ça à votre avis? Ils sont en train de faire quoi? Ils sont en train de faire quoi? Mais bien sûr qu'ils sont en train de collecter vos données. Et vos données, elles sont stockées où? C'est vos visages, c'est les visages de vos enfants, les visages de vos collègues. Vous mettez des choses à l'intérieur. Ils ont récolté en une semaine 2 milliards de photos, gratuitement. Combien ça leur aurait coûté d'acheter ces données-là, d'entraîner les modèles, etc., etc. Donc quand vous parlez d'éthique, moi je ne regarderai pas, parce qu'au niveau du gouvernement et tout, ils parlent beaucoup de ça. C'est comme si nous, en fait, aujourd'hui, on était tellement bien qu'on avait ce luxe-là. Non, c'est pas ça la question. La question, c'est comment je vais protéger les données des Ivoiriens. Quels sont les investissements que je dois faire pour protéger les données des Ivoiriens et plus largement des Africains? Ok, 3% des data centers sont en Afrique. 97% sont dans les autres pays. Ok, donc même tout de suite, là, à supposer que je voudrais protéger mes données, je les mets où? D'accord? Et donc la régulation qui devrait être faite. Est-ce que vous savez que par exemple en Chine, c'est interdit pour les entreprises chinoises d'utiliser des clouds étrangers? C'est interdit par la loi. Ils ne peuvent pas, ils n'ont pas le droit. D'accord? Si vous voyez qu'il n'y a pas Facebook en Chine, qu'il n'y a pas tous ces outils-là, ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas que les gens utilisent Facebook, c'est parce qu'ils ne veulent pas qu'ils collectent les données. Et donc le travail qu'on a à faire en tant qu'Africains par rapport à l'éthique, c'est une régulation pour protéger nos données et faire en sorte qu'on mette les investissements en place afin qu'en plus, on soit capable de stocker nous-mêmes nos données. Voilà un peu... C'est vraiment parfait. Nous sentons de plus en plus la passion donc, du spécialiste. Malheureusement, nous sommes pris par le temps. Nous allons demander donc à Jean-André son mot de la fin. Mon dernier mot. Son dernier mot. On va arrêter parce que la MC nous met la pression. Franchement, ça c'est un sujet duquel on peut débattre plusieurs jours. Le temps qui nous est imparti est très faible. Donc je remercie déjà tous ceux qui sont dans la salle. Le sujet peut être continué en off. Ce que vous devez savoir, c'est que mettre en œuvre des technologies, peut-être pour acquérir des serveurs, c'est ce qui va coûter un peu cher, mais réfléchir pour produire des algorithmes, pour produire de l'intelligence, nous sommes au même niveau que n'importe quel pays sur cette terre. Nous avons des ingénieurs de haut niveau, nous avons des experts de haut niveau. Il suffit de prendre les bonnes décisions pour que ce qu'il faut soit mis à disposition. Il ne s'agit pas de construire des centrales nucléaires ou bien des industries très très chères, capital-intensives, mais de faire travailler l'esprit de nos étudiants dans les facultés de mathématiques, dans les écoles d'ingénieurs, pour produire déjà les modèles. Concernant même les data centers dont on parle, il y a le data center qu'une seule personne peut construire, mais tout à l'heure on a parlé du cloud. Chacun d'entre vous ici, vos ordinateurs, vous les mettez sur un réseau, donc une blockchain sécurisée. Chacun de vos ordinateurs peut faire un super, mis ensemble avec un cloud logique, fait un supercalculateur. Donc en Afrique, on peut créer nos supercalculateurs en tenant compte, comme on dit en stratégie Jagged Innovation, en tenant compte de nos spécificités, en utilisant l'intelligence collective et les moyens collectifs pour baisser les coûts, pour ne pas être en retard sur ce qui va changer le monde, mais de manière vraiment durable. C'est-à-dire la prise en compte de la création de valeur par la technologie. Pour la technologie, mais pour les hommes aussi. Ce sera mon dernier mot. On ne pouvait pas trouver mieux que ces mots comme conclusion. Vous avez tout compris. Merci d'ovationner donc M. Jean-André Aïpo et M. Reda Benjeloul pour cette
La conclusion a été faite. Merci beaucoup. Et à moins que vous souhaitez merci beaucoup. Encore des ovations. Des questions. Nous avons a priori 5 ou 10 minutes pour des questions. Nous avons une main levée. 2 mains levées. Vous présentez. Bonjour messieurs. Je me présente, je suis Touré Lanciné. Je suis cofondateur de OITID et Gaïa Intelligence Africa. Je commence déjà par remercier M. Ayupo déjà pour la qualité du panel et puis aussi des panélistes. Je voudrais quand même avoir votre avis parce que à notre petit niveau, on a essayé de pousser un peu la réflexion un peu plus loin pour essayer de savoir quel type en termes d'intelligence artificielle, comment est-ce qu'on pouvait construire notre souveraineté en Côte d'Ivoire en nous appuyant nous-mêmes sur notre propre IA. Le gros problème, c'est une question énergétique. Parce que vous avez parlé de data center, vous avez abordé plusieurs aspects, mais je me dis aujourd'hui, quelle est l'énergie qui est produite en Côte d'Ivoire qui peut nous permettre de maintenir une telle infrastructure? Bon, quand vous observez la politique énergétique, bon, on ne va pas rentrer dans ces aspects, mais enfin, je veux juste avoir votre avis. Merci. On note que la question est très précise et très pertinente. Vous auriez pu être panéliste, hein, a priori. Oui. Donc on va laisser la réponse. Je réponds 30 secondes et le docteur Ida prend la suite. Mais tout à l'heure, je vous ai dit que les data centers, il y a deux types. Le data center, c'est la mise en commun des capacités de calcul de différents serveurs pour avoir une capacité, un supercalculateur. Aujourd'hui, tout le monde ici a des ordinateurs. Quand vous allumez vos ordinateurs chez vous à la maison, est-ce que le pays s'effondre en termes d'énergie? Ça ne s'effondre pas. Donc, ce n'est pas une question de production d'énergie en tant que telle. C'est une question de stratégie. C'est une question de stratégie. C'est lorsqu'on est un opérateur économique tout seul qu'on va demander à la CIE de nous envoyer une ligne, 1 gigawattheure, 2 gigawattheures tout seul pour le faire. Mais lorsqu'on est un gouvernement et qu'on dirige des millions de personnes, on fournit déjà cette énergie à ces millions de personnes. Donc c'est comment mettre en place une stratégie pour pouvoir capter les capacités des ressources techniques qui sont à disposition. On peut faire un supercalculateur qui se base sur la mise en œuvre des clients d'Orange. Donc tous les clients d'Orange, puisque leurs IP sont identifiés, ils sont connectés à Internet. Pas de publicité, donc, s'il vous plaît. Oui, pardon. Ils n'ont pas été, ils sont pas sponsors. Ils sont pas sponsors. Donc on peut faire ça. Voilà. Donc ce n'est pas tant en termes d'énergie, mais c'est plutôt en termes de volonté. Moi, c'est ce que je vois, hein, parce qu'il y a des pays beaucoup moins riches, beaucoup moins producteurs d'énergie que nous qui ont des supercalculateurs à leur niveau. Je laisse le docteur Ida continuer. Moi, je vais être bref, puisqu'il a répondu, et je vais être un peu dans la controverse encore. D'accord? Ça, c'est des fausses questions qu'on se pose nous-mêmes. Nous, on a quoi à l'heure actuelle? Les problèmes énergétiques, que les États-Unis se les posent, que les Français se les posent, et encore, moi, je suis d'accord. C'est comme ces histoires de, oui, trucs climatiques, machin et compagnie. Excusez-moi, je suis dans la controverse. Hein. C'est ce qu'il faut. Oui, mais en fait, on est tellement en retard. Moi, je suis concret, je suis dans le domaine. Je suis dans le domaine. Et je développe, en fait, que ce soit, je travaille avec donc, les gars qui étaient sur la stratégie nationale, enfin, ces histoires-là, là, et puis le B2B, d'accord? Mais c'est des trucs, ils mettent un paragraphe dans un truc qu'on est en train d'écrire, on est en train d'écrire un papier académique, bon, il faut mettre un truc sur le truc énergétique, on va aller mettre le truc énergétique, etc. Mais nous, on a quoi ici? Supercalculateur, là, on nous parle du supercalculateur de Bingerville. Le supercalculateur de Bingerville, ce n'est pas un supercalculateur d'intelligence artificielle, il faut arrêter ça. C'est un supercalculateur scientifique, et même si vous allez visiter ce supercalculateur, ça fait pitié même. Vous avez pitié. Les gens n'utilisent même pas la chose même dans le domaine académique et scientifique. On va rester politiquement correct. Non, je trouve que c'est important parce que la question de monsieur est très intéressante. Oui, tout à fait. Mais ce que je le ne défi veux pas, des infrastructures, c'est bien ça. Ce que je ne veux pas, c'est qu'on se dise justement qu'on se mette... La question, elle est pertinente. Il a raison, parce que évidemment que les GPU d'intelligence artificielle consomment énormément d'énergie. Et donc, il a raison. Mais en fait, c'est comme si en fait, on se pose un problème
On a déjà 1001 autres problèmes déjà avant ça à régler, avant d'arriver à cette question-là. Et donc, pour monter, en fait, l'intelligence artificielle qu'on devrait avoir ici, pour information, l'État de Côte d'Ivoire a levé, pour regarder quand même le côté positif, parce qu'il y a un travail qui est fait, d'accord? Moi, j'étais juste dans la controverse pour vous piquer un tout petit peu. Il y a un travail qui est fait. Ils ont levé les fonds, 53 millions de dollars, pour la création d'un data center national. Donc, c'est fait. Il y a des contrats qui sont signés. Il y a quand même une ligne directrice. Il y a des choses qui sont en train d'être développées. Donc, ne regardons pas que le négatif. Mais la véritable problématique qu'il y a aujourd'hui pour développer des IA et qui sont bloquantes, ce sont les problématiques liées encore une fois à la data. D'accord? Et donc c'est aujourd'hui, quand tu regardes, je vous donne un exemple, bon, comme on se connaît un peu, j'ai tutoyé, mais on va se vous voyez. Aujourd'hui, on peut dire, ok, on pourrait prédire les endémies et les pandémies en Côte d'Ivoire. Quand de temps en temps, en fait, on a des grosses crises endémiques et des grosses crises pandémiques, d'accord, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser une IA au niveau du ministère de la Santé ou au niveau du ministère de la Protection sociale pour pouvoir prédire, en fait, les endémies et les pandémies avant qu'elles apparaissent? Ça, on peut développer une IA, ce ne serait même pas extrêmement compliqué. Est-ce qu'on a la data? Oui. Mais est-ce que cette data-là, on a accès à ça? D'accord? Il y a beaucoup de questions, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Ceux qui sont dans le domaine, ils vont comprendre de quoi je suis en train de parler. Et les problèmes sont autres que des réels problèmes, en fait, liés aux infrastructures, etc., etc., etc. D'accord. Alors, nous avions de ce côté-là, on va prendre encore peut-être une question. Monsieur ou madame? Est-ce que monsieur est très galant, il laisse sa place à madame? Non, mais il pourra peut-être poser sa question. Je vous remercie. Je suis Sylvie Salimata, autodidacte, même en informatique. Ça veut dire que je ne connais pas grand-chose, ce n'était pas ma génération. Mais j'ai une inquiétude par rapport à cette ère que moi, je suis pessimiste, qu'on va encore rater en parlant de l'IA. Est-ce qu'on a même des informations disponibles? Est-ce qu'on a des datas? La preuve, je cherche une statistique. C'est celle de la Banque mondiale que je vais utiliser. Parce qu'il n'y en a presque pas, ou elle est très obsolète, elle date de 10 ans. Comment est-ce qu'on va avoir des datas? Comment est-ce qu'on va avoir une base de données actualisée, ou même avoir un bon historique? Parce que vous parlez de siècles. 30 secondes. Je ne sais pas. Merci, madame Sylvie. C'est ma préoccupation. Merci, madame. Je pense que... Jean m'a dit 30 secondes, je vais essayer de faire 30 secondes. Vous touchez du doigt quelque chose qui est important, d'accord? Pour synthétiser et être rapide, est-ce que ces données-là sont disponibles en Côte d'Ivoire? Oui, on a ces données-là, d'accord? Maintenant, est-ce qu'il y a une réelle volonté et une compréhension des enjeux actuels pour pouvoir les traiter? C'est là où il y a un travail qui est fait. Et by the way, en même temps que la stratégie nationale de l'intelligence artificielle a été publiée, ils ont également publié la stratégie nationale de la gouvernance de la donnée. Donc moi, encore une fois, je pousse un peu, mais c'est mon rôle, parce que moi je veux qu'on soit dans l'excellence. L'État fait quand même du travail autour de ces choses-là. Maintenant, nous, citoyens, on doit s'assurer, et professionnels et académiciens et tout ce que vous voulez, il faut qu'on s'assure que ça ne reste pas juste 100 pages de stratégie, mais qu'on puisse passer de la stratégie à l'exécution. Et c'est là où le bas blesse. Et c'est là où nous, on doit insister et pousser et apporter notre aide en tant que professionnels, experts, pour que l'État exécute. Mais la stratégie, madame, je vous recommande de la lire. Elle a été publiée, je pense, il y a 2-3 semaines. Elle est disponible sur le site du gouvernement. Elle est très bien rédigée. Mais maintenant, derrière ça, il va falloir qu'on se bagarre pour que ça ne reste pas juste, en fait, un bouquin publié sur Internet, mais qu'on exécute pour que nous, Ivoiriens et nous, Africains, on prenne la place qui est la nôtre. Merci beaucoup, Reda. Merci beaucoup, Jean-André. Nous sommes vraiment pris par le temps. C'est un sujet très vaste, vous avez pu le constater. Un sujet qui peut s'immiscer dans tous les panels. Là, il s'agissait d'un panel lié au Venture Capital. Et nous voyons que c'est un sujet qui englobe tous les domaines. Et les conclusions ont déjà été données, mais le commissaire, encore une fois... Oui, mais j'ai mon président qui est assis là, il faut que je lui parle. Ce n'est pas tous les jours que je le vois. Les données peuvent être produites de manière sectorielle. On n'a pas forcément besoin de l'État.
Les assureurs produisent des données. Les banquiers produisent des données. La police produit des données. Donc, au niveau des assureurs, on peut travailler ensemble et produire même des données qui vont impacter toute la Côte d'Ivoire. Parce qu'en réalité, les données des assurances sont des données très très importantes qui ont un impact, si c'est utilisé de manière stratégique, sur la performance même de l'économie nationale. Il y a la santé dedans, il y a les accidents de la vie, il y a tout, la retraite, tout. Donc les assureurs ont les données qu'il faut, Président. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Dear Madam, so I think that it's Thank you so much, Mr. Malik. I think that was really it was a tough conversation to have, and the fact that you moderated it so well, thank you so much. Thank you, Mr. Reda. Thank you, Mr. Jean Andreu. Please, can we put our hands together for these panelists?